Si on m'avait dit il y a quelques mois que j'étais en train de faire cette vidéo aujourd'hui, j'aurais dit non. Le plus riche du monde soit dans une telle situation. Surtout impossible que, avec tout ce qu'il fait pour l'Afrique et pour son pays, le Nigeria en particulier, ce soit ses propres frères qui soient en train de lui mettre des bâtons dans les roues. J'aurais dit non, c'est impossible. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Aliko Dangote est l'homme noir le plus riche du monde. Pas d'Afrique, pas du Nigeria, mais de la planète tout entière, et donc de sales draps. Vraiment de sales draps. Tout remonte déjà avec la construction de sa raffinerie que vous connaissez certainement ou bien dont vous avez entendu parler. La raffinerie qui était estimée à 8 milliards de dollars, dont la construction était estimée à 8 milliards de dollars, et qui ensuite a coûté pratiquement le double, soit 19 milliards de dollars, eh bien la raffinerie est déjà complète. La raffinerie est à terme, elle a été inaugurée et elle a commencé à travailler. Mais elle a commencé à travailler avec un petit hic. Voyez-vous, lorsque Dangote était en train de construire la raffinerie, il y avait des voix qui se levaient déjà contre ce projet-là. Et vous savez, vous aurez déjà deviné certainement pourquoi est-ce que certaines personnes seraient contre ce type de projet. Des voix se levaient pour dire que Dangote était en train d'utiliser l'argent du contribuable nigérien pour construire une entreprise à lui. Ce qui est faux. Les fonds qu'il a utilisés, et il l'a diamètre repris, sont des fonds propres ou des investissements privés. Il n'a même pas voulu aller auprès des institutions internationales pour obtenir des fonds. Parce que selon ses propres dires, lorsque tu vas prendre de l'argent chez ces bailleurs de fonds-là, ensuite tu te retrouves à travailler plus pour leurs intérêts que pour les intérêts de ta population. Et lui, il voulait vraiment travailler pour les intérêts des Africains. Donc, déjà lors de la construction, il y avait des petits problèmes. Mais lui-même, il dit qu'il ne savait pas que ces problèmes allaient atteindre l'ampleur que ça a atteinte. Il y a le gouvernement nigérien qui a fait comprendre à Dangote tout simplement qu'il n'y avait pas de pétrole brut pour qu'il puisse raffiner. Parce que ce qu'il fait, c'est de la raffinerie, c'est du raffinement. Lui, il n'extrait pas le pétrole du sol. Il a donc besoin de fournisseurs qui vont lui donner du pétrole à extraire pour qu'il puisse transformer, qu'il puisse raffiner pour produire les produits dérivés du pétrole. Donc déjà, le premier problème, si tu n'as pas la matière première, combien est-ce que tu vas produire? L'État lui dit, il n'y a rien. Les fournisseurs, les prétendus, ceux qui étaient censés fournir lui disent « On ne peut pas t'en fournir. On préfère exporter, on préfère envoyer ça à l'étranger pour qu'ils transforment là-bas et continuent à nous revendre ça plus cher. On préfère continuer à perpétuer ce cercle vicieux-là, ce cycle vicieux. » Le deuxième problème qu'il confronte, c'est qu'à un moment donné, l'État lui dit « Écoute, tu es dans une position de monopole, tu es en train de monopoliser tellement d'industries et ça ne nous plaît pas. » Lorsqu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas lui donner du pétrole brut, il s'est tourné vers le Brésil, il s'est tourné vers les États-Unis. Il a dit « Bon, si je ne peux pas avoir du pétrole chez moi, au moins je dois faire tourner l'usine parce que c'est une usine gigantesque. C'est la plus grande dans sa catégorie au monde. » Il s'est tourné vers les États-Unis, vers le Brésil pour pouvoir avoir du pétrole. Mais au moment où il commence à recevoir du pétrole, il y a l'État du Nigeria, le régulateur nigérien qui se lève pour dire « Tu n'as pas de licence pour importer du pétrole brut, donc tu cesses toute activité. » Bon, là ça commence déjà à ressembler à quelqu'un qui veut te mettre des bâtons dans les roues. Mais ils sont allés encore plus loin. Ils ont commencé à accuser Dangote de produire du mauvais pétrole, que lorsqu'on va tester son diesel, on se rend compte que c'est mauvais, et pour les voitures, et pour l'environnement. C'est à dit. Hier donc, ou il y a quelques jours, 2 jours, il a donné une interview où il a essayé d'éclaircir, répondre à tous les chefs d'accusation et donner son point de vue. Je vous aurais mis le clip,
mais ça va prendre trop de temps. Mais je vais vous résumer ce qu'il a dit en quelque sorte. Il dit que pour la position de monopole, il ne comprend pas comment est-ce qu'on l'accuse de vouloir détenir un monopole au Nigeria. En réalité, il n'a empêché personne d'investir dans le secteur du pétrole. S'il vient investir, c'est tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que c'est un secteur clé pour le développement de la nation. Et que si quelqu'un d'autre veut investir, qu'il vienne investir. Il y a de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, on lui a tellement mis la pression qu'il a dit qu'il était prêt à vendre ses parts, vendre la raffinerie et quitter complètement. Pourquoi on cesse de l'accuser de vouloir détenir le monopole au Nigeria? Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Par rapport au fait que son diesel ne soit pas de qualité, il a dit que lorsqu'ils ont commencé à produire du diesel, leur diesel ne répondait pas à toutes les caractéristiques auxquelles on pourrait s'attendre pour un bon diesel, mais que même jusque-là, c'est-à-dire à leur début, la qualité de leur diesel était toujours supérieure à la qualité du diesel qu'on importe depuis l'étranger. Qu'en réalité, le diesel qu'on importe au Nigeria est la cause des pannes de véhicules, est la cause de pollution de l'environnement, et que depuis qu'il a commencé le diesel, il a commencé à transformer le pétrole brut. Jusqu'à présent, la qualité s'est nettement améliorée et qu'ils répondent aux normes et aux standards internationaux. Il a demandé à ce qu'on teste. Il a dit, vous pouvez venir à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, vous pouvez tester mon diesel, que ce soit à l'usine, que ce soit à la pompe, vous allez voir qu'on respecte toutes les normes. Et d'ailleurs, il a dit, est-ce que vous avez un laboratoire pour tester? Nous, on a des laboratoires pour tester, mais vous qui dites que nous ne répondons pas aux normes, où sont vos laboratoires? Il n'y a pas de laboratoire tangible, pratique, apte à pouvoir mener de telles études. La question qu'on veut se poser, c'est qui a donc déclaré le diesel ou les produits de Dangote inaptes à être vendus sur le marché en raison de leur qualité? Ça, c'est une question très intéressante, d'autant plus que pendant toute l'allocution de Dangote Thayer, il parlait de « ils ». Il faisait référence à un « ils ». Il disait « ils ne veulent pas nous voir évoluer. Ils viennent ici avec leurs produits pour polluer notre environnement. Ils ne veulent pas qu'on puisse puiser des parts de marché dans ce qui constitue à présent leur marché. » Qui est ce « il » selon vous? Parce qu'on comprend bien qu'il a voulu être prudent, il n'a pas voulu vraiment botter, donner un coup de pied dans la fourmilière, mais il a dit qu'il serait prêt à faire des révélations et qu'il n'a peur de personne. Parce que rendez-vous compte qu'il a même été victime de menaces déjà. Il y a des personnes qui sont venues à son hôtel demander s'il était là à la réception. Et puis, juste pour faire savoir qu'écoute, on est en train de te chercher, veille sur tes arrières. Le problème ici, mon problème particulièrement, parce que vous avez compris que je ne suis pas juste en train de vous donner l'information, je ne suis pas un journal, je suis surtout quelqu'un qui veut donner son opinion par rapport à cette affaire. Et mon problème n'est pas avec les personnes qui tirent les ficelles en arrière. On sait qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe. Mon problème, c'est avec les personnes qui sont sur place. Les personnes qui sont là, qui prétendent aimer l'Afrique, qui prétendent de diriger l'Afrique, mais en réalité, qui met les bâtons dans les roues de toute personne, qui de manière concrète, vous savez certainement ce que ça signifie d'investir 19 milliards de dollars. On ne parle pas de francs CFA, on ne parle pas de propre. Et d'ailleurs, Dangote a dit hier qu'il se sentait un peu honteux parce qu'il y a l'un de ses amis, il y a plusieurs de ses amis qui lui avaient dit « Écoute, ne va pas investir une somme aussi colossale au Nigeria. » Il leur a dit « Je crois en mon pays, je vais le faire. » Il dit qu'aujourd'hui, il est la risée de tout le monde. Aujourd'hui, on est en train de le narguer. On lui dit « Est-ce que tu vois ce qui s'est passé? » Parce que la réalité, c'est que lorsqu'il était en train de construire cette raffinerie, il y avait des gens qui voyaient. On aurait pu lui dire, le gouvernement aurait pu lui dire « Écoute,
on ne veut pas que tu construises, on ne va pas te donner les autorisations et ne pas le laisser dépenser autant d'énergie, autant d'argent, autant de ressources. Il a importé des ingénieurs d'un peu partout dans le monde pour réaliser ce projet-là. Mais à la fin, c'est lorsqu'il est déjà prêt à mettre en œuvre le projet qu'on dit « Écoute, non ». C'est cette incongruité qu'on observe chez nous les Africains ou bien chez nos dirigeants qui découragent parfois parce que nous sommes les premiers, je veux dire quand je dis « nous », je veux parler de nos dirigeants, à aller vers les instances internationales, les organisations internationales, pour demander des prêts, soi-disant pour développer nos pays. Mais nous sommes les premiers à tuer les investissements privés qui sont faits dans nos pays. Si une instance comme le FMI devait donner 10 milliards de dollars ou 19 milliards, investir à hauteur de 19 milliards de dollars au Nigeria, vous savez combien de temps est-ce que ça prendrait pour que le Nigeria puisse se débarrasser de cette dette? Certainement, le Nigeria ne s'en débarrasserait jamais. Mais lui, il décide juste d'investir la valeur ajoutée que ça va amener, les devises que ça va amener au pays, la main-d'œuvre directe et indirecte que ça amène au pays, le statut du pays qui sera élevé sur le plan international. Est-ce que ces décideurs-là, est-ce que c'est le lobby qui décide de pactiser avec le diable, qui décide de pactiser avec l'étranger, qui ne veut pas le bien du pays? Est-ce qu'ils pensent à toutes ces choses-là? Je pense qu'en tant qu'Africain, parfois, c'est vrai que le business a ses lois, que la raison ignore. Je suis d'accord qu'il y a des lobbies, il y a des mafias, mais je pense qu'à un moment donné, l'intérêt national devrait primer sur toutes ces considérations qui sont purement égoïstes. Je pense qu'à un moment donné, on devrait mettre le pays en avant et se dire « C'est vrai que nous avons des pactes avec des personnes qui n'aimeraient pas que notre pays évolue, mais pour le bien national, pour une fois, essayons de mettre nos égos de côté. Accompagnons un tel projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Je ne sais pas ce que vous inspire cette histoire. Dango, tué plusieurs fois, s'est plaint du fait que lorsqu'il doit voyager en Afrique, il est obligé de demander des visas. Moi, je vais dire, je peux comprendre que des Africains lambda doivent demander des visas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement décider de faire, par exemple, un passeport exceptionnel pour des personnes, pour des opérateurs économiques comme Dangote, pour qu'ils puissent circuler librement, le temps de pouvoir colmater toutes les brèches, arranger toute la législation autour du libre-échange des biens et des personnes? Est-ce qu'on ne peut pas au moins faire une exception pour ces gens? J'ai vu une interview avec le patron de Total Afrique, où il était en train de dire au patron de Total Afrique, « Toi, tu es un étranger en Afrique, mais tu te déplaces plus aisément, plus facilement en Afrique que moi, qui suis un autochtone. » Et non seulement Dango est un autochtone de l'Afrique, mais c'est l'un des hommes les plus valeureux d'Afrique. Un monsieur qui ne bavarde pas beaucoup, mais un monsieur qui est dans le concret. Il n'interdit à personne d'investir. Et on sait, s'il est arrivé que le gouvernement nigérien, ça va fermer. C'est qui est. Bon, maintenant, je ne sais pas quel est le vôtre. Je pense que c'est une question qui devrait vraiment intéresser tout Africain, tout jeune Africain, qui a l'avenir du continent à cœur et qui pense, ou bien qui est en train de faire déjà des choses. L'homme le plus riche d'un pays, l'homme le plus riche du monde, vous faites des choses pareilles, qu'adviendra-t-il des personnes lambda, des jeunes qui veulent juste investir? Moi, je vous laisse avec ces questionnements-là en commentaire. J'espère vous lire et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à présent, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines. Voyons-nous à la prochaine. Le continent, ciao!